Alors, vous pouvez voir sur les affiches présentées un certain nombre de combats qui ont lieu depuis l'origine de cette colonne allemande. Il faut savoir qu'elle vient de loin, elle vient de Penvénan, puisque dans la colonne et sur les documents qui sont affichés au fond là-bas, qui viennent de la mairie de Plestin, qui a eu la chance de conserver vraiment toutes ces, enfin peut-être pas toutes, une bonne partie de ces annales anciennes, eh bien on voit l'Odyssée du convoi, où il précise qu'il y avait dans cette colonne allemande, il y avait 7 femmes. Alors, aucun témoignage ignatien n'a fait état de ces 7 femmes. Par contre, à Plouganou, si je reprends donc le cheminement, Penvénan, Lannion est bloqué le 4 et le 5 août 1944. Donc, elles ne peuvent plus passer. Comment ont-elles fait pour passer? Donc, elles sont passées Locquémau, Saint-Michel-en-Grève, Plestin, en se renforçant à chaque fois de quelques hommes, Lauquirec, Guimègue, Lameur, Guimègue, Plouganou, rassemblement encore d'un bon nombre d'effectifs et de charrettes, et puis on repart sur Lameur, et là sont commises donc, un certain nombre d'exactions, tout au long d'ailleurs, les soldats allemands ont commis des exactions. Ils ont exécuté des gens arbitrairement, ils ont pris des otages. Donc entre Plouganou et Lameur, il y a 30 otages qui ont été pris et qui ont accompagné la colonne. Ils étaient en quelque sorte en pare-feu. Ils étaient à l'avant de la colonne, ce qui provoquera une confusion avec des résistants, puisqu'arrivés à Lameur, il y a des résistants qui sont pointés à Jean-Marie, à Paul, etc. Et puis derrière, il y avait les Allemands qui les ont pris et exécutés immédiatement. Donc c'était vraiment une ambiance déjà très chaude, électrique, et on peut dire que les officiers et aussi les soldats étaient à cran. Ils étaient méchants. Donc on a des témoignages de personnes sur Plestin qui disent que vraiment c'était des sauvages. Et pourquoi était-il comme ça? Il faut se poser la question, mais je sors un petit peu des témoignages, c'est factuel, pour rentrer un petit peu dans la compréhension de ces hommes. Pour la plupart, 80% c'était des Russes. D'accord. Alors il y avait tout, il y avait des Russes blancs, il y avait des Mongols, il y avait des Ouzbeks, il y avait toutes sortes d'ethnies dans cette colonne, et ils savaient que pour eux, il n'y avait pas de retour. L'armée Vlasov, donc ça c'est ce que j'ai compris, 200 000 hommes faits prisonniers par l'armée allemande, et on leur a demandé purement et simplement, vous servez l'armée allemande ou vous perdez la vie. Et des exécutions ont été commises pour que, effectivement, les soldats comprennent qu'ils devaient servir. C'est un petit peu comme les malgré nous, c'est exactement pareil. Les Alsaciens lorrains ont été contraints de servir dans l'armée allemande. Donc voilà, donc cette colonne-là, elle se sentait menacée. La résistance a joué vraiment un rôle très important dans l'affolement général des colonnes allemandes. Très difficile de discerner. Alors tout à l'heure, j'entendais donc un témoin qui parlait de Jean de Plestin qui était dans une colonne qui allait plutôt vers l'Orient. Donc très difficile de suivre le trajet exact de ces colonnes. Marie-Thérèse Hardy avait récupéré une carte, un soldat allemand qui a été fait prisonnier, je crois, dans la colonne. C'était une carte et on voyait des traits rouges qui partaient un peu dans tous les sens. Donc je suppose qu'ils étaient vraiment perdus, ils étaient contraints par la résistance d'essayer de s'échapper au lieu, avec un but cité, donc demandé par Hitler, c'était rejoindre absolument les grandes forteresses. Les grandes forteresses, c'est Saint-Malo, Brest, Lorient. À eux de se débrouiller là-dedans au mieux pour y parvenir. Voilà, donc, grosso modo, c'est un petit peu ça. Et puis, tout à fait une rencontre improbable. Cette colonne allemande, après ses bivouacs successifs et quelques péripéties et crimes,
arrive à Pouillot, hein, au matin du 9. Alors j'ai bien aimé tout à l'heure, effectivement, la première victime de ces combats, c'est un soldat américain. Donc il se rasait tranquillement, il faisait sa toilette, et il a été froidement abattu, hein, par un soldat allemand. Donc il n'y a pas de sommation, il n'a pas d'armes. Et Patton avait dit, eh ben, bon, je n'utiliserai pas les termes qu'a utilisé Patton, parce que hein, ils sont vulgaires, ils sont très crus. Patton était un homme. Hein, les soldats allemands craignaient Patton. Ils avaient vraiment peur de lui. Et il avait prévenu ses soldats, un jour, un fils de vous surprendra, vous serez tué. Eh bien, tant pis pour vous. Hein. Et donc il avait prévenu ces hommes, et cet homme, ben, il a été tué. Et aujourd'hui, je cherche son identité. Donc il manque une photo sur ce tableau, il en manque beaucoup d'ailleurs. Mais dans les soldats américains, il y en a 5 qui ont été tués, et il manque cette photo. Il y a plusieurs pistes à suivre, mais là aussi, Patton avait donné des ordres, Patton avait donné des directives, je ne sais pas si ce sont des ordres, mais les soldats qui seront surpris ainsi seront morts non au combat, non-battle, non au combat. Donc, pas de Purple Heart, peut-être pas de pension pour les veuves, un certain nombre de choses très difficiles. Perdre déjà un membre de sa famille, c'est difficile, mais en plus, si il y a des sanctions qui viennent s'ajouter à cela, c'est encore plus difficile. Et donc, je me mets à la place, c'est pas factuel, mais je me mets à la place et j'essaie d'imaginer l'attitude des officiers d'un soldat comme ça. Il n'a pas combattu, mais il était là, à la place de beaucoup de gens qui, à ce moment-là, ne combattaient pas. Donc, pour moi, c'est un soldat comme un autre, et il mérite comme un autre l'honneur dû au soldat. Voilà. Donc, toute l'histoire, elle tourne autour de toutes ces petites histoires. Les témoins ont raconté plein de choses